Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour tout le monde, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Nous sommes vos co-animatrices Marie-Hélène Dubé et Marie-André Asselin. Bonjour tout le monde! Depuis 1 an et demi, on vous présente une foule de beaux projets puis de personnes qui travaillent à construire et faire rayonner l'agriculture urbaine, périurbaine, puis l'écologie au sens plus large. Peut-être que ces témoignages en ont inspiré, puis que parmi vous, certains aimeraient aller plus loin dans leur apprentissage et pourquoi pas en faire une profession. Ben oui, parce que c'est possible bien sûr d'aller chercher une formation académique dans les milieux horticoles ou agricoles, selon ce qui vous intéresse. Il en existe une multitude au Québec, en fait que ce soit au niveau professionnel, collégial ou universitaire. On vous a d'ailleurs présenté la formation en agriculture urbaine du Cégep de Victoriaville dans l'épisode 33, donc il y a un mois environ. Et on vous en mentionnera d'autres en fin d'épisode aussi. Mais aujourd'hui, on va parler d'un établissement qui a une signification toute particulière pour toi, Marie-André, parce que tu as toi-même fait tes études. Ben oui, Marie-Hélène, j'ai complété il y a de ça quand même quelques années un diplôme d'études collégiales en technologie de la production horticole à l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière. Nous, dans notre jargon personnel, on appelle ça l'ITA. Pour moi, ça a été un retour aux études, mais aussi un moment marquant puisque ça l'a scellé mes intérêts, mais surtout, ça l'a scellé ce que je souhaitais faire dans la vie. Tu sais, en introduction, on parlait d'un intérêt qui peut se transformer en profession. Eh bien, pour moi, c'est exactement ça qui est arrivé. J'étais très attirée par le jardinage, être à l'extérieur, travailler physiquement, mais j'avais peu ou pas de connaissances techniques et surtout, je savais pas qu'il y avait des établissements spécialisés qui existaient. C'est une bonne amie à moi, Aurélie, que je remercie d'ailleurs au passage, qui étudiait déjà à cet endroit puis qui m'a parlé de la possibilité, mais aussi qui m'a motivée à tenter le coup, tu sais, pourquoi pas. Puis, me voilà donc, quelques années plus tard, employée aux urbainculteurs depuis 5 ans, puis, coudonc, au micro de Mâche Patate. Donc, clairement que mon passage à l'ITA a contribué à me rendre où je suis aujourd'hui. C'est super. Et donc, sans plus tarder, on va découvrir l'ITA avec Véronique Bousquet, qui est conseillère en communication marketing, et Annie Marcotte, qui est conseillère en communication institutionnelle. Bonjour les filles, bienvenue à Mâche Patate. Bonjour! L'ITA, ça existe depuis quand? Puis, est-ce que c'est né d'un besoin? En fait, l'ITA existe depuis plus de 55 ans maintenant. L'ITA est né de 2 établissements majeurs au Québec. D'abord, de l'École d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour le campus de la Pocatière, puis de l'École de laiterie de Saint-Hyacinthe à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est vraiment un établissement qui est né de ces 2 institutions majeures-là. Puis, donc, c'est ça. L'ITA existe depuis plus de 55 ans maintenant. OK. Puis, je crois que c'est raffilié au MAPAC. Comment ça a été comme regroupé, justement, ça a repris des institutions existantes? Pourquoi en avoir fait une école, finalement? L'ITA relève du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, puis sa mission première, c'est de former des ressources compétentes pour soutenir le milieu agroalimentaire là, au Québec. OK. Puis donc là, on vient de le dire, il y a deux ITA finalement, là, une à la Pocatière, une à Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'ils ont des spécialités? Est-ce qu'il y a des choses qui distinguent les 2 institutions ou c'est pas mal semblable? En fait, c'est un seul ITA, mais on a 2 campus, donc un à la Pocatière, un à Saint-Hyacinthe. C'est certain qu'il y a des programmes qui se donnent uniquement à certains campus. Donc, si je prends le campus de la Pocatière, en fait, on a la technique Ekin qui est exclusive à la Pocatière. Donc, c'est sûr que les installations vont en ce sens. Donc, on a une écurie avec un cheptel de 70 chevaux environ. Pour le campus de Saint-Hyacinthe, on a 2 techniques qui se donnent uniquement là-bas. Donc, on a la technique du génie agromécanique et la technique du paysage et commercialisation en horticulture ornementale. Donc, à Saint-Hyacinthe, on a vraiment un pavillon horticole éco-responsable et son technolab. Donc, pour cette formation-là, on a également un atelier de génie rural à Saint-Hyacinthe, puis à la Pocatière, on a une unité laitière biologique. Donc, parce que la Pocatière est vraiment axée sur le biologique, donc on a une unité laitière biologique pour nos étudiants. Okay. Oui, c'est ça. Moi, c'est arrivé là juste après que j'ai fini mes études. Là, j'étais un petit peu déçue parce que les installations ont quand même l'air vraiment, c'est comme moderne là, pour l'agriculture laitière biologique. Coudonc, ça va être à moi de retourner faire une visite. En fait, peut-être que je sors un petit peu du cadre, mais je me demandais pourquoi avoir choisi justement 2 institutions. Je veux dire, la Pocatière puis Saint-Hyacinthe. Je sais pas si vous le savez parce que c'est quand même 2 régions complètement distinctes. Ça aurait pu être ailleurs au Québec.
est-ce qu'il y a une raison qui a motivé le choix de ces établissements-là ou? Ben, comme je vous disais, c'est que les deux établissements duquel sont nés les deux campus étaient déjà installés dans les deux régions, au Bas-Saint-Laurent et en Montérégie. Donc, c'est une suite logique, historique, là, que nos deux établissements soient là. Mais c'est certain que l'ITA, nous, on a une mission nationale, si on veut, de former à travers le Québec. Donc, c'est un avantage pour nous d'avoir ces deux pieds à terre-là. Mais évidemment qu'on donne de la formation, surtout au niveau de perfectionnement pour les adultes là, à travers le Québec au grand complet. Là. Puis sans rentrer là dans des micro détails, j'aimerais ça savoir un peu que c'est qu'est-ce que vous offrez comme programme, puis rapidement à quoi ça ressemble là, juste pour donner une idée là aux gens qui nous écoutent. OK. En fait, l'ITA offre 7 programmes de formation technique. Donc, on en a 3 en agriculture, qui est la gestion et technologie d'entreprises agricoles, la technologie des productions animales et la technologie du génie agromécanique. Donc, les 3 ont des volets différents. Donc, c'est certain que la gestion et technologie d'entreprises agricoles, c'est vraiment pour former des gens qui vont reprendre une entreprise agricole. Donc, c'est surtout des jeunes qui veulent reprendre la ferme familiale, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui veulent se partir une entreprise agricole. Donc, qui viennent faire leur formation justement pour ça. Ensuite, la technologie des productions animales, mais ça forme des technologues dans le secteur des services à la production agricole, donc des représentants, du soutien technique, la gestion d'équipe de travail. Et on a la technologie du génie agromécanique qui est vraiment axée sur l'équipement et la machinerie, que ce soit des représentants, du soutien technique sur place. Ça, c'est pour l'agriculture. En fait, on a 2 techniques en horticulture. Donc, on a la technologie de la production horticole et de l'environnement qui, en 2020, va devenir technologie de la production horticole agro-environnementale. Et on a la technique de paysage et commercialisation en horticulture ornementale. On a également une technique en alimentaire, donc la technologie des procédés et de la qualité des aliments. Et une technique équine, donc, comme je vous disais, qui se donne seulement à la pocatière. Moi, je veux juste savoir celui qui est le premier, là, les noms, hein, m'échappent, mais celui en production horticole, vraiment plus en production horticole, c'est autant à n'importe quelle échelle, dans le sens que autant comme une petite ferme maraîchère que quelqu'un qui voudrait se lancer dans les grandes cultures céréalières, mettons, c'est le même genre de formation. Ouais. Il passe par la même place. Ben, c'est l'objectif du nouveau programme, là, qui est la nouvelle mouture, là, justement, de s'adresser à tous les types de production puis de former des technologues qui vont être aptes à intervenir sur toutes ces productions-là. Là. OK. C'est bon. Ben moi, une chose que j'ai aimé justement là, pour faire du pouce à ce que tu as dit, c'est que moi, je me rappelle ma session d'été, on avait une portion du jardin que c'était vraiment comme il y avait aucune machinerie, tout était fait manuel. Après ça, on avait un petit peu mécanisé, puis après ça, on avait les tracteurs. Puis moi, c'est sûr que les tracteurs, c'était peut-être pas ma passion, mais je trouve que si tu as à te former en agriculture ou en horticulture, c'est quand même pertinent que tu aies des connaissances dans tous ces volets-là, même s'ils sont minimes. Puis aussi par rapport aux volets biologiques conventionnels. Moi, je savais que j'avais envie de travailler dans un milieu où les régies de culture étaient biologiques, mais avoir comme connaissance de comment se comporte là, la culture conventionnelle, c'est quoi les types d'engrais, comment ça marche, ben je trouvais que c'était quand même un beau complément, tu sais, c'était pas en silo, ça me donnait un éventail plus large de connaissances, puis tu sais, pour moi, c'était super pertinent, là. On dirait que je fais de la pub dans mon école. Non, mais c'est vrai, en fait, nous, l'objectif, en fait, c'est vraiment de former l'étudiant pour qu'il soit polyvalent à sa sortie, dans le fond. Donc, qui comprennent et qui apprennent l'ensemble, donc autant la mode biologique que conventionnelle, autant la machinerie que vraiment plus manuelle. Donc, pour que quand il va être sur le marché du travail, mais selon ses intérêts, qu'il soit en mesure de faire ce qui lui plaît, mais qu'il connaisse aussi l'éventail de ce qu'il est capable de faire aussi, là. Ça fait quelqu'un de plus débrouillard, finalement, là, de savoir un peu quelqu'un, plus dans tous les contextes. On veut des futurs travailleurs polyvalents, en fait. Puis on parle un peu, là, on parle d'outillage, finalement, là, puis de tracteurs, puis tout ça, puis je me demandais justement un petit peu, c'est quoi la proportion, tu sais, des cours théoriques, qu'est-ce qu'il y a comme activité plus terrain dans la formation, comment ça se balance, là? Ben, je vous dirais que les deux, mais c'est sûr que nous, l'avantage à l'ITA, c'est qu'on a vraiment nos infrastructures les infrastructures pédagogiques sont sur place. Donc, on a nos fermes-écoles, on a nos jardins, on a pour l'alimentaire nos usines. Donc, les étudiants là, sont vraiment très, 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 très régulièrement
les deux mains, en fait, dedans, là. Donc, ils vont travailler avec les animaux, ils vont travailler avec les plantes. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de terrain. C'est sûr qu'on peut pas passer là, les cours théoriques, évidemment. Là, ça prend de la théorie pour pouvoir, après ça, le mettre en pratique. Ouais. Mais je vous dirais qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours théoriques. Donc, on a des jardins-écoles, nos étudiants à Saint-Hyacinthe, agrémente là, notre campus, donc on a des jardins-écoles à l'extérieur, on a nos serres tous les jeudis à la Pocatière, je sais pas, mais Saint-Hyacinthe, là, tous les jeudis, les étudiants vendent ce qu'ils ont produit. Donc on peut le personnel puis les étudiants peuvent acheter des tomates, des plantes, tout ça. Donc c'est vraiment très très terrain. Mm-hmm. Puis tu sais, je pense que aussi ça, l'aspect vente, ça fait aussi partie de la formation. Moi, si je me rappelle bien, c'était comme oui, c'est bien de faire pousser ses légumes puis tout ça, mais en même temps, il faut comme t'aies un aspect marketing parce que si t'arrives pas à les vendre au final, ben ils vont finir au compost. Donc c'était comme une façon de tu sais que tout le monde en profite à l'école, mais c'était aussi un complément à éducatif là. Bon, en tout cas, je trouvais ça vraiment le fun. On faisait des paniers là pour les gens tout ça chaque semaine, c'était vraiment très ça se fait autant à la Pocatière qu'à Saint-Hyacinthe là. Je le mentionnais en introduction, mais il y a un mois, en fait, on recevait des gens du cégep de Victoriaville, puis Pierre-Antoine Gilbert qui était là pour nous en parler. Entre autres, il mentionnait, tu sais, je reprends un peu ses mots, mais il disait, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour devenir fermier, tu sais, c'est pas exigé, mais qu'est-ce que vous diriez que ça apporte de plus de venir chercher une formation? Pourquoi avoir une formation si on n'est pas obligé? Ben en fait, l'agriculture, l'horticulture, tous les domaines de l'agroalimentaire deviennent de plus en plus technologiques. Donc, d'avoir une formation dans ce secteur-là, c'est d'autant plus pertinent. Surtout que l'industrie agroalimentaire, peu importe les secteurs couverts, ont un besoin de main-d'œuvre professionnelle un besoin de main-d'œuvre grandissant. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que d'avoir un diplôme en poche, ben ça te facilite les choses pour avoir un bon emploi à la suite de tes études, puis le milieu, l'industrie est tellement en demande criante que d'avoir des diplômés, c'est sûr que c'est un plus, là. Ben justement pour compléter ce que tu disais avec la pertinence de la formation, ben je pense que justement si je pense par exemple à la sériculture, on peut pas vraiment s'improviser sériculteur, puis aussi pour le maraîcher en champ, ben moi mon cours de sol c'était super pertinent. Je veux dire, moi, je savais pas c'était quoi un sable, un argile, un limon, comment ça se comporte, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Puis, pour de vrai, aujourd'hui, aux urbaiculteurs, on fait de plus en plus des jardins en plein sol. Puis, toutes ces notions-là sont comme hyper pertinentes, même si sur le coup, bon, t'es en classe, puis c'est peut-être pas toujours le cours qui te fait triper le plus. Mais je pense que, justement, là, tout le bagage, là, vraiment théorique, là, il est super important. Moi, nous autres, tout le monde avait hâte d'aller au champ, tout le monde avait hâte de faire pousser des tomates en serre, mais l'année 1, c'était beaucoup plus là des cours en classe, puis avec le recul, je réalise qu'au final, c'était hyper pertinent, là. Puis je me sens beaucoup plus outillée, là, aujourd'hui, là, dans mon travail, donc c'est vraiment super. Surtout que maintenant, t'es rendu que tu donnes des formations. Oui! C'est rendu formatrice toi-même, fait que par chance que tu l'as bien compris. Mais il y a aussi l'aspect réseautage, je pense aussi qui est un avantage à venir étudier, avoir une technique, c'est que tu sais, chez nous, on a beaucoup de stages, de visites en entreprise, donc les gens peuvent se faire du réseautage. On a aussi un placement étudiant, donc on reçoit là à chaque année une multitude d'offres d'emploi. Donc les étudiants, souvent avant leur diplomation, ont un emploi qui les attend parce que, ben comme Annie disait, la demande est là, la demande en agroalimentaire est là, donc de suivre une formation, mais c'est ça permet d'aller réseauter lors des visites en entreprise, mais ça permet aussi d'avoir le pouls de l'industrie, puis d'avoir des possibilités que peut-être que si on n'avait pas eu tout seul, mais en fait d'études là, si on n'avait pas passé par le processus de l'école, qu'on n'aurait pas eu à la fin. C'est ça, j'imagine qu'il y a des liens forts justement entre comme le marché du travail et l'ITA, finalement là, que ça a assez bien arrimé aussi leurs besoins, finalement, j'imagine. C'est reconnu, l'ITA, fait qu'ils doivent savoir qu'ils peuvent aller chercher des gens. C'est sûr que en étant une institution qui relève d'un ministère, c'est sûr qu'on a une notoriété, puis ça fait plus de 55 ans, donc c'est sûr que les entreprises nous connaissent, puis souvent, ils nous font part de leurs besoins, puis on essaie de
Par le biais des comités école-industrie. Exactement. Puis la même chose pour notre formation continue aux adultes, en fait, qui est offerte là, pour les particuliers ou les entreprises. C'est quand il y a un besoin, ben ils savent qu'ils peuvent nous appeler, puis on est capable de leur créer une formation là sur mesure pour un besoin précis là pour j'ai pas d'exemple en tête là, mais tu sais une entreprise là qui aurait un problème X, là, à ce moment-là, nous, on est capable de trouver un formateur puis de leur offrir une formation sur mesure. Oui. Puis l'ITA crée des occasions pour que les étudiants rencontrent l'industrie. Il y a des journées carrières dans nos 2 campus. Oui. Puis il y a aussi les galas Méritas ou le gala Méritas et le gala de l'excellence. C'est des galas où tous les partenaires de l'industrie sont invités à contribuer. Puis ça fait vraiment des belles occasions de maillage là avec nos étudiants. J'avais pas entendu le mot Méritas depuis mon secondaire. Ça existe toujours. Ouais. Moi, j'avais oublié les journées carrières, mais je me rappelle que c'était super intéressant. Puis je me demandais justement là, quelqu'un qui fait un cursus à l'ITA, ben c'est quoi les débouchés? On vise à former quel type d'employés, si je puis dire. Puis est-ce que certains secteurs sont plus en demande? Ben en fait, en général, tous les secteurs de l'agroalimentaire sont en demande. C'est vrai aussi pour les diplômés là, de nos 2 formations horticoles. Là. C'est sûr qu'il y a une demande grandissante. Juste pour vous donner des chiffres, là, pour ce qui est de nos 2 programmes horticoles, le service de placement a mis en ligne environ 300 offres d'emploi pour ces 2 programmes-là. Donc, vraiment un besoin là énorme là pour la main-d'œuvre issue de nos programmes d'études. Même, même la technique équine, c'est quand même, tu sais, c'est pas de la production, c'est plus comme prendre soin des chevaux, peut-être plus dans l'industrie du tourisme, en tout cas du loisir. Il y a quand même des bons placements. Oui, ben en fait, c'est sûr que la technique équine, ça va former des gens qui vont soit avoir une écurie, qui vont s'occuper d'un cheptel, qui vont enfin c'est sûr que c'est large, c'est vraiment le domaine du cheval mais au sens large. Donc ils vont être en mesure de donner les soins de base à leurs chevaux. Le taux de placement est bon. En fait, notre technique équine est contingentée à 30 étudiants par année. Okay. Donc, on prend 10 étudiants on a 3 voies. On a la voie classique, la voie, la randonnée, puis la voie western. Puis, je vous dirais que le taux de placement est bon, là. Okay. Il y a des emplois pour tous nos étudiants. Mais c'est sûr que c'est contingenté. En fait, on est la seule école, c'est vraiment une technique unique au Québec, là, c'est nous qui la donnons, cette technique. Il y a des diplômes d'études professionnelles là, en équestre, là, mais nous, on donne vraiment la seule technique équine au Québec. C'est vraiment la Pocatière. Fait que c'est sûr que il y a de plus en plus de débouchés, donc tous nos étudiants trouvent un emploi à la fin, là. Si on parle plus là des élèves, on se demandait si la clientèle changeait avec les années. En fait, est-ce que vous voyez une évolution? Par exemple, moi, je me rappelle, on était comme 7 dans mon programme. L'année suivante, il s'est pas donné. Puis l'année d'après, il était comme 30. Fait que clairement, il y a un changement à ce niveau-là. Puis aussi, est-ce que vous êtes un peu au courant des motivations qui attirent les gens là, à venir étudier à l'ITA? Mais c'est sûr que nos clientèles sont de plus en plus sensibles à consommer local, à produire local, à produire dans le respect de la nature, à avoir de saines habitudes de vie, tout ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un trait majeur là, qu'on remarque dans notre clientèle. La clientèle est est un peu plus adulte que par le passé. C'est des gens qui vont, surtout en horticulture, qui vont avoir déjà eu une formation collégiale ou universitaire ou qui vont se réorienter professionnellement. Puis la clientèle aussi est de plus en plus féminine. Nos proportions sont égales, là, pas mal hommes-femmes. Donc, ce qui est différent là, de quelques années, évidemment. Et puis, c'est sûr que nous, on s'intéresse à l'agriculture urbaine particulièrement. Est-ce que les élèves en parlent? Y a-t-il comme de l'intérêt pour ça? Est-ce qu'il y a des questions relatives à ça un petit peu?
Tout à fait. Ben, tu sais, l'engouement pour l'agriculture urbaine, c'est un engouement de la population en général, mais de nos étudiants aussi. Puis, l'agriculture urbaine est traitée dans nos 2 programmes, là, horticole, là, évidemment. C'est sûr qu'avec notre Technolab d'agriculture urbaine, qui est un toit-terrasse qui est situé en haut du pavillon horticole éco-responsable, c'est vraiment un laboratoire pédagogique où l'agriculture est mise de l'avant. C'est-à-dire que nos étudiants en production horticole produisent tous les végétaux qui sont utilisés sur le toit terrasse, puis nos étudiants en aménagement, travaillent sur les aménagements, les espaces verts là, à partir des végétaux produits par nos autres étudiants. C'est cool. Ouais, nos étudiants à Saint-Hyacinthe ont ce luxe-là d'avoir cette infrastructure-là. C'est à Saint-Hyacinthe. En fait, parce que la Pocatière, ils ont d'autres choses, mais ont pas ce technologie-là. Exactement. Je savais pas qu'il y avait ça à Saint-Hyacinthe, c'est vraiment cool. On reste à implanter ça à la Pocatière maintenant. Agriculture urbaine à la POC. Mais on se demandait aussi, dans les autres facteurs qui peuvent avoir peut-être de l'influence là, sur ce que les gens viennent chercher peut-être à l'école, on se demandait si le fait qu'on parle de plus en plus d'agriculture dans les médias, tu sais, il y a des émissions de plus en plus, bon, là, ça date d'il y a quelques années, mais il y avait eu Le fermier urbain de Ricardo, il y a L'amour est dans le pré, les fermiers, tu sais, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça attire peut-être plus de gens en agriculture? Ben, c'est sûr que c'est difficile à quantifier. C'est sûr que ça a un impact probable parce que c'est de plus en plus d'actualité pour tout le monde. Mais est-ce que ça a un lien de cause à effet? On le sait pas. En fait, c'est sûr qu'on voit une tendance là depuis les dernières années. Notre nombre d'inscriptions est de plus en plus, grandissant. Donc, mais est-ce que c'est en lien avec ça? Est-ce que c'est en lien avec les préoccupations de tous et chacun? C'est difficile à quantifier, là. Mm-hmm. C'est un contexte global, finalement, qui favorise l'intérêt pour l'agroalimentaire. Ça m'étonnerait que quelqu'un arrive dans son cours puis qu'il me dise à tout le monde, moi, je me suis inscrite à cause que je vais aller à L'amour et dans Oui, mais tu sais. Mais en fait, peut-être je suis certaine qu'il y en a qui découvrent l'agriculture à travers cette émission-là. Oui, c'est ça. Mais c'est juste, ça peut être un déclencheur. Tu sais, je pense à Vicky, dans notre équipe, qui était le fermier urbain, elle, de Ricardo, ça a comme été un déclic pour elle, de dire, hey, je peux faire ça, tu sais, comme métier. Mais tant mieux, tu sais, cet engouement général-là, tu sais, au bout du compte, nous, on en profite, puis on est là pour offrir de la formation à ceux qui développent cet intérêt-là, là. Exactement, parce que comme je vous disais tantôt, notre cours de gestion d'entreprise agricole, par le passé, c'était souvent des étudiants qui voulaient reprendre la ferme familiale, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui n'ont jamais mis les pieds sur une ferme ou une entreprise agricole, puis qui veulent se lancer dans cette entreprise-là. Fait que c'est sûr que ça peut, fait que oui, peut-être que ça a joué. C'est difficile à quantifier, on n'a pas sondé personne, mais je suis sûre que ça a un impact quelconque. Mais puis le fait qu'il y ait plus de nouveaux fermiers, si on peut dire, tu sais, des gens qui viennent pas d'entreprises agricoles, est-ce que ça change le besoin de formation? Est-ce qu'il a fallu que la formation soit adaptée parce que les gens connaissent moins ça? Je sais pas si vous le savez. En fait, c'est difficile à dire. Je sais que nos professeurs, parce que tu sais, comme par exemple le cours de gestion d'entreprise, se base sur des données de la ferme familiale. Donc, c'est sûr que les étudiants qui n'ont pas de ferme familiale, il faut trouver des astuces différentes pour aller chercher ces informations-là, parce qu'à la fin de leur 3 années, ils vont devoir faire un plan d'affaires. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui a une ferme familiale, mais c'est avantageux parce qu'il prend les données, puis après ça, ils peuvent le remettre en pratique chez eux. Donc, c'est sûr qu'il y a des astuces comme ça. On s'adapte vraiment à notre clientèle. C'est pas parce que la personne n'a pas de ferme ou d'entreprise agricole qu'elle peut pas venir faire son cours. Là, on s'adapte. C'est pas un incontournable. Non, tu veux exactement. devenir gestionnaire d'une entreprise agricole, t'en as jamais eu dans ta famille, les occasions sont là quand même. Il faut pas que ça soit un frein. Pas du tout. On s'adapte là, vraiment là, à nos étudiants dans les classes. Là. Mm-hmm. Ben, tu sais, nous autres, en production horticole, dans mon groupe, il y avait personne peut-être une personne qui allait potentiellement reprendre une ferme, mais sinon, on était quand même tous des néophytes. Puis à la fin de mon cours, j'ai fait un plan d'affaires comme tout le monde, mais c'est juste que tu inventes un peu un projet où pour certains, c'était un rêve qu'ils voulaient réaliser, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis pas gênée de le dire, j'avais pas vraiment d'expérience. J'avais eu des petits potagers quand j'étais enfant, mais ça finissait là. Donc, je pense vraiment que c'est complet puis que t'as pas besoin d'être professionnel là, avant de commencer à étudier là-bas. Pas du tout. Il faut vraiment que ça te passionne puis que tu as envie d'en faire ton
ton métier. C'est la règle de base. Après Oui. ça, Mais- on s'occupe de nos étudiants. Mais je dirais que c'est la règle de base chez tout le monde à l'ITA, parce que cette passion-là de nos étudiants, c'est les membres du personnel aussi, nos professeurs. Ben on oui. dirait que la petite flamme dans les yeux, là, tout le monde qui est impliqué à l'ITA, là, c'est comme Tout à une fait. vocation, un mode de vie Tout à que fait. tout le monde partage. Fait que c'est une belle grande famille, l'ITA. Nos professeurs, nos technologues, tout ça, c'est vraiment une grande famille. Ouais. T'as raison. Super. On en a parlé un petit peu plus tôt là, de la place de la formation biologique. Est-ce que ça prend de plus en plus de place dans la formation? Puis est-ce qu'il y a une demande? Puis quand je parle de demande, ce serait peut-être de la part des élèves ou du milieu même. Est-ce que ça influence le programme? Ben en fait, les étudiants voient vraiment les deux types de production, comme on disait tantôt. On veut former des gens polyvalents, donc autant le conventionnel que le biologique. C'est certain qu'il y a une tendance au biologique, mais on veut quand même que les étudiants voient les deux modes parce que sur le marché du travail, ben ils pourront décider ce qu'ils veulent. Donc, en fait, à la Pocatière, les étudiants ont, il y a 3 profils biologiques. Donc, il y a la production laitière biologique, la production animale monogastrique biologique, donc c'est les porcins et la production avicole. Puis on a la production animale polygastrique biologique aussi, donc pour les ovins, les caprins et les bovins. Donc, Moi qui viens pas du tout du milieu, là, je suis un petit peu perturbée que ça soit séparé selon leur nombre d'estomac. moi non plus, je ne le savais pas avant de travailler à l'ITA. Donc les étudiants, ça se voit vraiment les deux modes. Comme ça, sont en mesure d'être polyvalents, de prendre leurs décisions aussi quand ils vont être sur le marché du travail. Parce qu'effectivement, il y a des étudiants qui viennent vraiment pour le biologique parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Oui. Mais nos étudiants à la Pocatière en GTA biologique, Oui. eux, ils vont pouvoir vraiment avoir une ferme bio ou faire la transition d'une ferme vers le biologique. Donc, c'est vraiment une formation là, qui est dédiée là, pour ça là, à la Pocatière. Tout à fait. Mais j'ajouterais aussi que le biologique, c'est pas juste en gestion agricole, il y a aussi nos programmes de technologie des productions animales qui enseignent vraiment les deux modes de production. C'est vrai aussi en technologie de la production horticole, puis même en technologie des procédés de la qualité des aliments, où nos étudiants apprennent à produire à transformer des produits biologiques, mais ça va aussi jusqu'à l'assainissement là du matériel pour que ça soit fait avec des produits bio là, justement. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas être, tu sais, dans la certification bio quand on est, je sais pas, un commerce ou un transformateur, c'est complètement différent pas complètement différent, mais enfin, il faut avoir une certification sur la manière dont on gère les fait, aliments, finalement, ouais. Fait que le bio est vu dans vraiment plusieurs de nos programmes. C'est pas juste dans la gestion agricole, là, c'est élargi là à plusieurs programmes. J'ai une question qui me vient comme ça, mais je me demande si, tu sais, la demande puis l'intérêt du bio est beaucoup, évidemment, pour les aliments, là, pour l'alimentaire, mais est-ce que dans, justement, la production horticole, tu l'as mentionné rapidement, mais est-ce que, comme dans ce qui est plus aménagement paysager ou, tu sais, plus ornemental, est-ce que c'est aussi un souci? J'en ai comme jamais vraiment entendu parler, mais... C'est le moment de parler de notre peu paysage. Oui. Là. OK. C'est une approche, à l'ITA, on a une approche pédagogique qui s'appelle Pur paysage. C'est pour nos étudiants en paysage et commercialisation en horticulture ornementale. En fait, c'est une approche qui vise à créer des aménagements qui... en vertu des bienfaits là, du bien-être des personnes, de la santé publique et des communautés. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est une approche qui est intégrée dans l'ensemble des cours à l'ITA du programme de paysage et commercialisation en horticulture ornementale qui vise à former des technologues paysagistes qui sont aptes à optimiser les bienfaits des végétaux dans un aménagement. OK, fait que c'est plus concentré, peut-être que je m'avance, c'est plus concentré sur l'humain, comme... Oui, sur le bienfait de la santé humaine, de la santé publique. Donc, puis ça, c'est une particularité, dans le fond, de l'ITA pour ce programme-là. Là, on est unique au Québec. Là, c'est une approche pédagogique qui a été développée par nos professeurs à l'ITA. OK. Intéressant. Pur paysage.
En fait, bon, on dirait qu'on parle souvent de mes expériences à cause que je suis passée à l'ITA. C'est normal. Mais c'est ça, en fait, moi, j'ai eu l'occasion de faire mon stage de 2e année à l'international. En fait, mon stage final. Puis j'ai trouvé que c'était quand même vraiment une belle occasion, là, comme de découvrir le monde puis d'autres pratiques. Puis aussi, je trouvais que l'ITA m'avait beaucoup là, supporté justement pour trouver mon milieu de stage, trouver des subventions et tout. Puis j'ai grandement apprécié. Puis je me demandais pourquoi que vous trouviez important d'offrir ce volet international-là, puis qu'est-ce que ça peut apporter à un étudiant? En fait, il y a deux choses. On a nos voyages d'études parascolaires, en fait, qui sont des voyages au Canada ou à l'international qui se font en groupe. Donc, c'est vraiment un groupe de jeunes intéressés qui partent avec leurs professeurs puis qui vont voir, en fait, ce qui se fait dans les autres pays. Donc, c'est d'une durée de 1 à 2 semaines. Donc, les étudiants, c'est ça, ont la chance d'aller voir du pays puis voir ce qui se fait pour, après ça, pouvoir... connaître les autres cultures, tout ça. Et on a nos Y avait-tu ça, toi, Marie-André, ça dit-tu quoi, les Oui, voyages? j'étais en train de me dire, pourriez faire ça avec nous, les urbains-culteurs. On veut toujours faire des voyages découvertes. Puis, on a également nos stages à l'international qui, se font vraiment là, individuellement. Donc, ils se font dans des entreprises. Donc, comme toi, par exemple, qui est allé voir ce qui se faisait en horticulture. T'es allé où? En France. En France, oui. Donc, on a ces différents pays. C'est vraiment tout le temps encadré par l'ITA. Donc, puis ça se fait en partenariat avec d'autres institutions à l'international. Puis c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir aux étudiants, en fait, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de repousser leurs limites, autant personnelles que professionnelles, parce que là, tout est allé en France, mais ça pourrait être dans un pays où les façons de faire sont différentes, puis la culture est différente. Donc, des fois, c'est ça, c'est repousser ses limites personnelles, professionnelles. Puis c'est aussi de mettre concrètement ce qu'on a appris dans nos cours là sur le terrain. Puis de valider des intérêts professionnels aussi, des fois, là, quand on le sait pas, on le sait pas. Exactement. Puis c'est ça, moi, ce que j'avais aimé, c'est que c'est une chose de dire je vais aller faire mon stage à l'international. Par exemple, moi, j'avais envie d'être dans un milieu francophone, peut-être par facilité, je sais pas, mais tu sais, j'aurais pas su comme qui appeler ou quelle entreprise approcher, tout ça. Puis moi, c'est ça, j'ai aimé qu'il y ait déjà des partenariats. Fait que là, j'ai discuté de mes besoins. Puis après ça, la dame qui s'occupait de moi m'est revenue avec une liste. Puis elle a dit, gars, ça, c'est les possibilités que je t'offre. Puis tu sais, c'était comme quasiment un service clé en main. J'ai trouvé ça quand même vraiment super. Puis tu sais, c'est ça. Moi, ça l'a justement, tu sais, ça l'a validé certaines choses. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mécanique, moi, où je suis allée. Puis je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas pour moi, ce milieu-là. Fait que c'est ça, je trouvais que c'était comme une belle façon, puis tu sais, t'es tout seul. Moi, j'étais partie seule aussi, fait que ça, quand tu disais repousser ses limites, je trouve que c'est vraiment pertinent, là. Fait que, en tout cas, j'invite les gens à essayer ça. Moi, ça a été une belle expérience. Moi, j'ai envie de te demander, Marie-André, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire une formation en production horticole pour travailler dans le milieu de l'agriculture urbaine? C'est comment tu retranscris tes apprentissages, finalement? En fait, je pense que ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment en lien avec les végétaux. Tu sais, on en a parlé là il y a un mois avec les gars du cégep de Victoriaville. Tu sais, au final, on fait pousser des légumes. Fait que juste de comme connaître la physiologie des plantes puis ses besoins, déjà c'est une grosse chose. Le sol, quand c'est en plein sol, c'est tel que tel. Puis je veux dire, même si c'est un terreau horticole, en fait, c'est facile de l'adapter. L'utilisation des engrais. Comment ça fonctionne, c'est quoi la différence entre les engrais, puis aussi, tu sais, je veux dire, le dépistage, les bibites, ça reste les mêmes qu'on soit en ville, la plupart du temps, qu'on soit en ville ou en campagne. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai dû transposer, mais clairement que d'avoir un bagage à l'ITA ou horticole, là, ça m'a aidé. Fait que tu vois ça comme une voie intéressante d'étude pour des gens qui voudraient travailler en agriculture urbaine, c'est quand même une formation très pratique et complète. Clairement. Puis aussi, tu sais, en tout cas, non, j'en parlerai pas, je vais dire, je vais trouver des amis. Non, mais c'est vrai, ça, parce que je pense que ça, c'est un dénominateur commun de tous nos étudiants. Dans le fond, on parlait de famille tantôt, c'est ça, un réseau d'amis qui perdure jusqu'après l'école. Là, ça, c'est une réalité pour tout le monde qui passe à l'ITA, là. Ça, c'est vraiment des petites familles, parce que c'est des cohortes quand même
restreint dans le sens que je dis c'est des petites cohortes là, c'est sûr que ça peut aller à 20-25 étudiants, mais c'est souvent des petites cohortes. Donc c'est sûr qu'il y a un clan très très familial. Puis nos campus, mais c'est des petits campus si on pense à des cégeps là, plus gros. Donc tu sais à Saint-Hyacinthe, on a environ 700 étudiants pour tous les programmes, puis à la Pocatière 350. Fait que c'est sûr que ça fait un climat vraiment très très familial, et les professeurs vous connaissent les étudiants par leur prénom souvent, puis sont en mesure d'adapter l'enseignement là, selon le groupe et les intérêts aussi, tu sais. Puis même d'un programme à l'autre, parce que étant donné que c'est un établissement collégial dédié exclusivement à l'agroalimentaire, ben on n'a pas de toutes les formations sont en lien avec ce secteur-là, fait que tout le monde a intérêt un jour ou l'autre à se connaître interprogramme là, si on veut là. Donc il y a des couples issus de plusieurs, tu sais, je veux dire c'est vraiment une ambiance particulière. Donc, l'amour est dans le prix, ça se passe à l'ITA. Exactement. Si on veut. Oui, puis c'est ça, c'est comme vous disiez, tu sais, je veux dire, quand il y a beaucoup de gens que c'est un retour aux études aussi, fait que comme il y a des intérêts là beaucoup plus similaires, les gens ils savent plus ce qu'ils veulent, puis je trouve que justement là ça crée une espèce de petite communauté parce qu'on a vraiment des intérêts là partagés là, donc c'est vraiment le fun. Puis, ben là, c'est ça, on parle de tous les bons côtés d'étudier là, mais donc, si ça intéresse les gens qui nous écoutent présentement, ça serait quoi les prochaines étapes? On a nos portes ouvertes autant à la Pocatière qu'à Saint-Hyacinthe à l'automne. Donc, cette année, ça a été en novembre dernier. Donc, il y a ça. Dans le fond, les gens qui souhaitent venir étudier chez nous, je les inviterai à venir voir nos portes ouvertes. On a également la formule étudiante de jour qui se donne à l'hiver, donc où on permet où on invite les étudiants qui sont indécis à venir passer une journée vraiment chez nous, rencontrer des professeurs, assister à des cours, vivre la vie d'un étudiant chez nous. Donc, après ça, ben c'est plus facile de voir si on a vraiment un intérêt pour ça. C'est sûr que les demandes d'admission se font au 1er mars, comme dans tous les cégeps. Donc, il y a deux façons. Ben en fait, il y a une façon de faire, c'est vraiment le service régional d'admission. Donc pour la Pocatière, c'est le SRAC, puis pour Montréal et ben en fait pour le campus de Saint-Hyacinthe, donc la région de Montréal, c'est le SRAM. Donc on doit faire une demande d'admission. Il ne reste que quelques jours, mais bon. Puis on pourra mettre les liens aussi sur avec l'épisode pour si les gens veulent s'inscrire. C'est sûr qu'il y a toujours un deuxième, troisième tour, mais nous, on suggère vraiment aux gens de s'inscrire là dans le cadre du premier tour parce que les places s'envolent. Là, aussi, c'est ça, je me demandais, on parlait tantôt que la technique équine était contingentée. Oui. Est-ce que dans les autres programmes, il y en a aussi qui sont contingentés? Ou... Il n'y a pas de programme autre contingenté. C'est certain qu'il y a... T'sais, comme on disait tantôt, c'est vraiment des petites cohortes, donc il y a un nombre maximal, mais il y a toujours de la place pour les étudiants. Mais c'est sûr que, comme Annie disait, la date du 1er mars est importante parce que les cohortes, souvent, en fait, le plus grand nombre de personnes font leur demande d'admission là, mais il y a toujours le deuxième, troisième tour là où. Mais il faut pas compter là-dessus, tu sais. C'est ça. Faut profiter du premier tour. Exactement, c'est ça. Parce que, tu sais, on le sait pas, peut-être qu'une année, le programme TPHE sera pas ouvert au deuxième tour, ou, tu sais, faut vraiment... Ça dépend toujours du premier tour, le nombre de demandes d'admission qu'on a eues, et les places disponibles après pour le deuxième et troisième tour. Bon, donc dès qu'on est certain, on se lance. On se lance. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Justement, en terminant, là, après une formation à l'ITA, par exemple, comme moi, il y a possibilité là de rentrer sur le marché du travail et tout. Mais moi, j'ai 2 de mes bonnes amies qui ont poursuivi à l'université Laval en agronomie. Puis justement, ils ont bénéficié là de quelque chose qui s'appelle la passerelle DECBAC. Donc, je sais pas si vous pourriez là en parler un peu. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'avantage de venir étudier chez nous à l'ITA, c'est qu'on a des ententes avec les universités, donc Laval, McGill. Donc, il y a des cours qui sont crédités. Donc, si l'étudiant a fait une formation collégiale chez nous, a son diplôme d'études, donc il y a certains cours qui lui seront crédités à son baccalauréat. Donc, ça fait des formations un peu plus allégées pour les étudiants. Puis, c'est des notions qu'on n'est pas obligé de revoir à l'université, donc en agronomie, en agroéconomie. Puis, on a aussi une passerelle DECBAC en architecture de paysage avec l'Université de Montréal. Donc, ça, c'est tout nouveau là, depuis 2017. Donc, c'est une nouvelle passerelle DECBAC pour nos étudiants en paysage et commercialisation, en horticulture,
ornementale. Mais c'est bon parce que je pense que ça fait pratiquement sauver une année. Tu sais, je veux dire, le bac en agronomie, c'est quand même 4 ans. Je me demande si ça retranche pas pratiquement une année d'études. Mais peut-être que je m'avance. Ben, là, je mais... pourrais pas, je voudrais pas m'avancer. Je sais que c'est un nombre de crédits, là. Moi, j'ai 33 en tête, le crédit. Je crois pas que c'est une année de moins, mais c'est vraiment des sessions qui vont être allégées. Donc, mais là, 33 crédits, ça ressemble à proche d'une année. Ouais. Ben, là, j'ai pas le fin détail, là. Je voudrais pas créer de faux espoirs aux étudiants, mais je sais, là, qu'il y a un bon nombre de cours crédités. C'est bon. Mais ça donc, vaut la peine. Oui, ben tout à fait, les gens qui veulent poursuivre parce que c'est sûr, il y a des gens qui, après leur technique, voudraient comme approfondir leurs connaissances puis pouvoir faire des métiers là, dont agronome et tout ça. Donc oui, c'est un avantage de l'ITA, c'est vraiment nos passerelles d'ECBAC. Super. Ben, merci beaucoup, Véronique et Annie, d'être venues nous parler aujourd'hui. Très Bien. apprécié. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Je voulais juste revenir aussi là, pour clarifier ce que les filles disaient tantôt sur quand j'ai posé la question en fait si les programmes étaient contingentés là, si c'était pas clair. En gros, l'histoire que les cohortes ont comme un nombre limité. L'idée c'est que ils veulent pas faire des trop gros groupes, mais tu sais s'il y a suffisamment de demandes pour avoir 2 groupes là, ça pourrait partir. Mais si vous êtes comme dans les quelques personnes qui dépassent finalement la limite, ben il y a des bonnes chances qu'il y ait pas comme un deuxième groupe qui part. Fait, bref. C'est pas contingenté comme tel, mais il y a une certaine limite quand même. Donc voilà, ben ça nous donne quand même un bon aperçu des formations qui sont possibles. Donc l'Institut de technologie agroalimentaire, par contre, c'est pas le seul endroit où vous pouvez vous former en agriculture. On va vous présenter quelques autres endroits, mais d'abord, on va aller à la découverte d'un projet d'agriculture urbaine dans la capsule des petits pois. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. New York, la grande métropole, la ville des gratte-ciels, la ville qui ne dort jamais. Lorsqu'on évoque le côté vert de New York, on pense à Central Park, au High Line, mais saviez-vous que la verdure colonise aussi certains toits? Depuis 2010, Brooklyn Grange opère la plus grande ferme en plein sol sur un toit. Leur méthode de production intensive leur permet de produire 80 000 livres de produits par année sur 3 toits de New York. Le tout produit de façon biologique. Une ferme en plein sol sur un toit ne se construit pas en un jour. Il aura fallu 6 journées entières pour couvrir les 45 000 pieds carrés de la ferme de Long Island City. C'était le début de Brooklyn Grange. Vous imaginez, des centaines de sacs de terreau montés à bras sur 7 étages pour un total de 3000 livres de sol. Ouf, tout un défi. Par la suite, la Brooklyn Navy Yard Farm de 65 000 pieds carrés fut mise sur pied en 2012 et celle de Sunset Park de 140 000 pieds carrés a été inaugurée en 2019. Cette dernière ayant une serre de 5 000 pieds carrés directement sur le toit. Wow! Leurs pratiques, inspirées de la méthode bio-intensive, sont transparentes et réfléchies. Le sol qu'ils utilisent provient d'une coopérative de producteurs de champignons qui a créé ce substrat spécialement pour la culture sur les toits. Leur compost a été transformé directement à Brooklyn ou provient de leurs propres résidus de culture. Les variétés de végétaux choisis sont patrimoniales ou bien adaptées au climat et des insectes bénéfiques sont introduits au jardin. Ils opèrent des dizaines de ruches sur les toits de New York, stimulant la pollinisation et effet collatéral permet la production de miel. Les outils utilisés fonctionnent de manière électrique seulement. Leur méthode d'irrigation vise à perdre le moins possible d'eau par évaporation et même les emballages pour les légumes sont biodégradables. Un projet plus qu'inspirant, n'est-ce pas? En plus de produire des denrées fraîches et ultra-locales sous la forme de paniers ASC dans les marchés fermiers et chez plusieurs restaurateurs, Brooklyn Grange décline ses activités de plusieurs autres façons. En effet, ils se sont associés avec un OBNL nommé City Growers afin d'offrir à des milliers de jeunes des visites éducatives sur la ferme, des programmes parascolaires et des camps d'été. Plusieurs ateliers et visites sont offerts en saison. On peut même y pratiquer le yoga et s'y marier. De par leur expertise, ils verdissent maintenant la ville de New York par de nombreux autres projets partout dans la ville et offrent un service de consultation qui est en demande partout dans le monde.
Bien curieux de savoir ce qu'il nous réserve pour la prochaine décennie. Alors, si vous avez la piqûre puis que vous pensez vous former en agriculture, on vous a déjà présenté à Mâche Patate les formations en agriculture urbaine et en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville, tout comme maintenant les formations de l'ITA. Mais il existe des formations dans de nombreuses institutions et donc dans de nombreuses régions, peut-être pas mal plus près de chez vous. Donc, si c'est la formation professionnelle qui vous intéresse, en fait, vous avez vraiment plusieurs choix. Il y a le Centre de formation professionnelle Fierbourg à Québec qui offre une formation. Il y a celui de Coaticook aussi, l'École d'agriculture de Nicolet, le Centre de formation agricole de Mirabel, le Centre de formation agricole de Saint-Anselme ou Saint-Ansemel, comme dirait ma mère qui vient de là, le Centre des moissons à Beauharnois et puis l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe aussi, qui sont toutes des options. Donc, la grande majorité de ces centres offrent aussi des formations en horticulture, là, comme il y en a été mention tantôt, donc si c'est davantage qui vous intéresse, c'est des bons choix. Si vous cherchez plutôt une formation collégiale, les cégeps suivants offrent aussi des formations en agriculture, donc il y a Lévis-Lauzon, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu, Lionel-Groux, le cégep régional de la Naudière à Joliette, le collège d'Alma et finalement le McDonald College qui est affilié à l'université McGill. Et parlant d'université, si vous souhaitez plutôt compléter des études universitaires, c'est les universités Laval et McGill qui sont les deux universités québécoises qui offrent des formations qui pourraient vous intéresser. Il y a des choix. J'en suis moi-même surprise. Surtout, on parle souvent du côté difficile des métiers d'agriculture parce que c'est vrai que c'est pas facile tout le temps, mais c'est aussi un métier qui est porteur de sens, puis ça peut être super valorisant. C'est un peu cliché à force de se le faire répéter, là, mais n'empêche que c'est vrai. On a besoin d'agriculteurs puis d'agricultrices 3 fois par jour pour nous nourrir. Selon le mode d'agriculture et que vous adoptez, ça peut aussi être un outil pour créer une économie de proximité puis de renforcer la communauté. Si vous travaillez en agriculture urbaine, vous participez à transformer le milieu de vie immédiat des citadins puis vous jouez le rôle, bien souvent, d'ambassadeur sur l'origine des aliments et plusieurs problématiques environnementales. Bref, avec ou sans formation, faites donc pousser des plantes. Mais si vous souhaitez démarrer une entreprise agricole ou horticole, on vous encourage quand même à aller chercher une formation pertinente. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire à marche-patate@urbainculteur avec un s.org et à partager le podcast. Donc on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Bye! Ciao, ciao!